13 mars 2025, eh bien, mes lève-tôt, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée un peu fraîche du jeudi. Surtout, couvrez-vous, ne l'oubliez pas et n'hésitez pas à prendre quelques précautions avant de quitter la maison. Le temps paraît un peu imprévisible ce matin. À vos imperméables, donc, partez. Bon matin à tous et merci de retrouver toute l'équipe de ce jour qui est au taquet pour vous servir avec bien entendu notre Miss Info. Bonjour Christelle. Bonjour Rachida. Comment ça va ce matin? Très bien. Très bien. Et donc, quelle est l'actualité phare de ce matin, Christelle Tongodo? Actualité phare, je vous laisse découvrir dans quelques instants. À tout de suite donc, au menu ce 13 mars 2025, eh bien on parle d'un projet, amis téléspectateurs, on parle du projet Impact CEDEAO. Il s'agit d'un projet de développement durable au nord Bénin et il vient soutenir les actions du gouvernement pour maintenir la stabilité dans cette partie du Bénin avec quelques personnes ressources au cœur de ce projet. Eh bien, on verra le pourquoi du comment de Impact Projet. Restez avec nous. Ce matin, on parlera sur l'heure du débat de ces expressions virales sur le net, ces expressions toujours pas correctes, mais très utilisées par les internautes. On mettra l'accent précisément sur cette expression en vogue actuellement. Je n'aime ça. Est-ce que ces expressions participent, on va dire, à arriérer nos apprenants? Est-ce que ça réduit le niveau de nos apprenants? On en parle ce matin sur l'heure du débat et vous avez bien entendu la possibilité de répondre à la question du jour qui est celle-ci. Pensez-vous, chers amis téléspectateurs, que l'usage des réseaux sociaux influence le niveau de langue de nos apprenants? C'est la question du jour. Pensez-vous que l'usage des réseaux sociaux influence le niveau de langue de nos apprenants? Vous avez la possibilité d'y répondre via nos différentes plateformes. Il s'agit de Facebook, il s'agit de Twitter, il s'agit également de WhatsApp. Et aujourd'hui, le foncier s'invite sur l'émission 567 matin. On va parler précisément des transactions vente-achat. Vous le savez, c'est un secteur en plein boom, c'est un secteur en pleine révolution. Pas mal de réformes, on s'y perd parfois. Et donc, notre spécialiste sera là, notre consultant, on va dire, sera là, Daouda Moussé sera là, il espère, foncier juriste fiscaliste, il sera là pour nous aider un peu à comprendre comment on fait les transactions dans ce secteur. Restez avec nous tout de suite, le bulletin d'info, on se retrouve juste après. Plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au bulletin d'information. 6 nouveaux ambassadeurs de divers horizons représentent désormais leur pays auprès des autorités béninoises. Avant de démarrer l'exercice de leurs fonctions, une étape essentielle, ils sont allés se présenter ce mercredi au ministère des Affaires étrangères. C'est un passage protocolaire incontournable avant de rencontrer le président de la République du Bénin. 12 mars 2025, 6 nouveaux ambassadeurs franchissent les portes du ministère des Affaires étrangères. Siaka Sissoko pour la Guinée, Félix Tanon pour la Côte d'Ivoire, Anti Mosen pour la Tunisie, Paolo Martins dos Santos pour le Portugal, Ali Tisdak pour l'Iran et Oxine Mezued pour l'Algérie. Leur mission, remettre les copies figurées de leurs lettres de créance au chef de la diplomatie béninoise. Ils portent désormais la voix de leurs nations respectives auprès des autorités béninoises, une étape clé avant leur accréditation officielle par le chef de l'État. Échanges économiques, coopération culturelle et diplomatique, ces ambassadeurs travailleront à faire vivre davantage les relations bilatérales. La suite se jouera au Palais de la Marina entre eux et Patrice Talon.
Et le Bénin qui réaffirme son engagement en faveur des cantines scolaires grâce au programme national d'alimentation scolaire intégrée PNACI et près de 1 300 000 écoliers bénéficient aujourd'hui d'un repas chaud et équilibré. Mais au-delà des chiffres, quels sont les défis et les ambitions pour les années à venir? Éléments de réponse dans ce reportage de Venceslas Aroimon et Uvaïs Balogun. Nourrir un enfant, c'est nourrir l'avenir d'un pays. Ici, à l'école primaire publique de Douimé à Djidja, comme dans les 7500 autres écoles, le programme des cantines scolaires a changé la vie de millions d'enfants. Chaque jour, sur toute l'étendue du territoire national, près de 1 300 000 écoliers bénéficient d'un repas chaud et nutritif. Aujourd'hui, nous avons atteint une couverture de près de 80% des écoles à travers le programme national d'alimentation scolaire intégrée. Mais nous devons aller plus loin. Nourrir nos enfants ne suffit pas. Nous devons leur garantir une alimentation de qualité, nutritive et durable. Grâce aux efforts du gouvernement et de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN, plusieurs initiatives ont vu le jour. L'objectif, améliorer la qualité des repas servis aux écoliers. L'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition s'engage à impulser des changements qualitatifs dans 5 domaines clés. Le premier domaine est relatif à l'amélioration de la qualité des repas. Le deuxième domaine est relatif à la modernisation des infrastructures. Il s'agira de suivre avec les différentes parties prenantes la mise en œuvre effective du programme spécial élaboré pour doter toutes nos écoles à cantine en magasins de stockage, en cuisine et en point d'eau pour garantir des conditions optimales de fonctionnement des cantines scolaires. Le troisième domaine est relatif à l'extension des cantines scolaires en milieu urbain. Le quatrième domaine est relatif au renforcement de la mobilisation communautaire. Le cinquième domaine est relatif à la sécurisation et à la pérennisation du programme. En 10 ans, le Bénin a fait un pas de géant dans l'alimentation scolaire. Mais le défi reste la pérennisation du programme à travers un engagement collectif nécessaire pour que chaque enfant puisse bénéficier d'un repas chaud à l'école. Et cette interrogation avant de poursuivre, que se passe-t-il sur le chantier de l'as routier Ouidah-Kpomassé? Certains riverains dénoncent des faits relatifs à la construction de cette route. Le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie, Jacques Kayagi, a effectué une descente pour le constat. Reportage. Démarré depuis 2023, l'aménagement et le bitumage de la route Ouidah-Kpomassé sont prévus pour durer 14 mois. Longue de 14 km, cette route est en cours d'achèvement, mais il y a un hic, l'assainissement. Comme vous pouvez peut-être le constater, la population qui passe un peu partout sur les talus, au point où vous ne constatez pas que les herbes poussent. Si on va un peu plus loin, vous allez voir vraiment que c'est de l'engazonnement un peu partout. Nous sommes en train donc de réaliser actuellement le bassin d'infiltration et c'est ça qui va, n'est-ce pas, recevoir désormais donc les eaux qui vont un peu partout. Si l'engazonnement ne marche pas, la route n'est pas en sécurité. Et même si l'engazonnement marche et vous êtes obligé de dévier le trafic urbain sur ça, ça viendra toucher à l'engazonnement. Parce que ça va devenir la boue et de bout en bout, ça va commencer par prendre un peu ce que vous appelez un engazonnement. Fidèle à sa mission de veille politique, le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie est descendu sur le chantier, en écho au cri de cœur des usagers de cette route. La route ne m'a pas l'air préservée. On va regarder avec les équipes au ministère pour revoir la loupe, l'assainissement de la voie. J'ai noté également une mauvaise qualité des amorces qui
dévalorise ou dévalue la qualité de la voie. Je voudrais demander à l'entreprise que j'ai mis de mettre un accent sur la qualité de ces amorces-là. Nous sommes là pour donner des conseils, prendre des dispositions pour que ce qui est amélioré soit amélioré. C'est la preuve que le président de la République, le président Patrice Talon, a très bien vu en mettant en place ce dispositif qui est à l'écoute des populations et qui permettra donc au gouvernement de réagir au cas de tour sur les préoccupations que posent nos populations et de pouvoir y apporter des solutions. Et nous voudrions souhaiter que les jours à venir, on puisse procéder à l'extension de cette voie. C'est-à-dire qu'on peut partir de Bamako Centre à Dekamé, qui fait environ 15 km. Si on peut le faire à temps, ce serait une bonne chose pour nous et ce serait bon pour les populations qui sont de l'autre côté. La construction de cette route est un projet important pour la région. Une fois achevé, ce axe va relier les deux villes et améliorer l'accès de la population aux services de base. On quitte Ouida pour Porto-Novo où les rues connaissent une métamorphose du Tonsondia Saint-Okota en passant par la voie reliant Saint-Pierre-et-Paul et le quartier Agatha. Vous allez le voir, la capitale présente un nouveau visage grâce au projet asphaltage. Reportage Viti Sarouré et Miché Elegbe. Si l'État peut continuer comme ça, surtout avec l'entretien qui se passe aussi. Les habitants de la cité aux trois noms, fiers de la mobilité urbaine rendue facile grâce au projet asphaltage. Porto-Novo, la ville capitale, est au cœur de ce projet ambitieux du gouvernement depuis sa première phase. Des dizaines de kilomètres de voies ont été aménagées et la dynamique continue à la phase B avec à la clé une esthétique urbaine. Ça peut nous rapporter beaucoup. Par exemple, les touristes, quand ils vont visiter notre pays, ça va les enchanter. On saura oui que le Bénin, si petit qu'il est, parmi d'autres pays, il y a beaucoup d'évolutions. À l'avènement du président Talon, la route est bien faite et attrayante à Porto-Novo. Grâce aux nouvelles rues asphaltées, les conducteurs de taxi-moto roulent aisément et font de bons chiffres d'affaires. Ceux qui reviennent de l'extérieur apprécient les routes. Porto-Novo se révèle ainsi au monde. Le commerce aussi va progresser plus. Si tu as ton business, tu pourras aller vite et revenir vite. Il y aura encore moins de tracasseries et aussi moins de dépenses, surtout dans la carburation. Nombreux sont les témoignages sur les bienfaits qu'offrent les rues asphaltées à Porto-Novo, une ville d'affaires. Ça nous permet de recevoir beaucoup de clients. Et puis les clients aussi ont apprécié la manière dont la voie est. Nous sommes très contents. Moi, ça me fait un grand plaisir. Parce que le pays, c'est la voie. Avant, il y avait tellement d'accidents sur les voies, mais actuellement, non. Cette nouvelle voie fait moins d'accidents parce que c'est en bonne forme et on passe librement et sans... Les doubles voies qui partent de Sémé au pont, là, je prie tous les dieux pour que cela finisse, pour donner la libre circulation, comme on le dit là. On peut faire quelques minutes pour aller à Porto-Novo, on peut louer à Porto-Novo et aller travailler à Cotonou. Rapidement, vous rejoignez vos domiciles. La phase B du projet asphaltage en cours dans la ville de Porto-Novo concerne une vingtaine de rues. Et si ce nouveau visage de la capitale abritait un maximum de constructions écologiques, cela ne déplairait pas à l'environnement oppressé par le tout-béton ou encore des parpaings. En termes de construction écologique, on a celle faite à base de briques en terre cuite. Allons dans une unité de fabrication située à Zobodomé sur le site. L'argile, matière première de ces constructions écologiques, est disponible en quantité suffisante. On suit nos guides William Tchoki, Edmond Humbo et Daniel Ada. Elle est une particularité dans cet environnement tout béton. Unique en son genre, cette construction hyper moderne est faite à 90% de matériaux locaux, des briques en argile. Pour mieux comprendre les atouts d'une telle architecture moderne africaine, nous nous rendons
à plus de 115 km de Cotonou. Nous voici à Zogbodome. C'est ici que le sieur Kidjo a trouvé sa matière première et établi son unité de production. Une fois que ça a quitté le lamiroir, ça arrive au pré-malaxage. Il y a un trémie là qui broie l'argile qui va descendre dans le vide. Avec son entreprise nommée Brick Nature, il utilise précisément la terre de cette région, riche en argile, pour produire des briques en terre crue, compressées, une technologie simple et écologique. Actuellement, quand il fait chaud là, je me couche, je mets 15 minutes la clim. J'éteins. Jusqu'au matin, c'est frais. Parce que ça arrive à emmagasiner cette fraîcheur à l'intérieur. Vous avez des murs de 30 avec un vide d'air entre. Ça emmagasine tout. On dit que vivre dans une maison en terre cuite, c'est vivre dans un environnement sain. Une fois sorties des moules, ces briques sont cuites dans ce géant four alimenté par ces coques, des noix de palme. Maintenant, on va voir la coque un peu, voir cette matière première qui vous sert à cuire les briques. Ouais. C'est ça. C'est ça ici. On a 600 kcal par kilo de ça. Mais est-ce que aussi cette matière première aussi existe vraiment pour vous permettre de... Nous sommes parmi les plus grands producteurs d'huile de palme. J'en ai quand je veux, je téléphone, on m'amène. Les Ivoiriens veulent me vendre aussi de la coque. Les Togolais veulent me vendre de la coque. Donc on va en trouver. C'est-à-dire que la matière première pour brûler les briques, ça pas existe. de problème, ça existe. Alors, ce qui est encore intéressant, c'est que... Franck Victor Kidjo est un ingénieur en système informatique. Il a vécu près d'une vingtaine d'années dans plusieurs pays européens. Là-bas, notamment en Belgique, la plupart des constructions sont faites en matériaux locaux. Et je me suis rendu compte que tout est construit en terre cuite. C'est incroyable. Partout, c'est en terre cuite. C'est-à-dire, vous voulez dire que toute la Belgique est construite en terre cuite, c'est ça? 98-99% en terre cuite. Une fois en vacances au pays, il aurait décidé de changer la donne après cette remarque de son épouse, architecte. Elle est venue pour la première fois au Bénin en 95. Et puis elle dit, mais c'est laid, le gris là, les gens ne peignent pas, c'est pas fini, les bâtiments sont tellement laids, c'est moche. Pourquoi on ne le construit pas en terre cuite ici? J'ai dit, voilà. Ok, je vais travailler quelques années, avoir un peu de réserve, et puis je vais rentrer pour faire la brique en terre cuite. Et c'est là que ça a commencé l'aventure. En ce temps de changement climatique mondial, ce modèle de construction est un véritable avantage. L'usage des briques en terre cuite offre une ventilation naturelle, un confort thermique, une beauté inégalable. Il réduit et de façon drastique le coût de la construction, des bénéfices environnementaux et économiques. Et dans le reste de l'actualité, les diplômes du certificat de qualification au métier des sessions de 2023 et de 2024 sont enfin disponibles. C'est la principale information issue du point de presse du président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et par rapport aux préparatifs et aux conditions de déroulement de l'examen du CQM, plus rien ne sera comme avant. Tout se passera désormais dans de bonnes conditions. Alexis Kenom, Anouadadja. Le certificat de qualification au métier est la principale information de ce point de presse. Bonne nouvelle pour les apprenants artisans ayant planché au cours des sessions 2023 et 2024 de cet examen. Ils peuvent enfin retirer leur diplôme. Aujourd'hui, je peux confirmer que pour toutes les sessions que nous avons eu à organiser, tous les diplômes, je dis bien tous les diplômes, sont convoyés au niveau de la direction départementale de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Avant cette étape, le retard déploré est dû à un travail préalable effectué par le nouveau bureau de la Chambre des métiers de l'artisanat, CMA, un travail qui a mis plus de temps que prévu. Les attestations de diplôme de CQM qui se délivraient en temps avaient connu des problèmes où un audit approfondi était même commandité. Nous avons constaté qu'il avait des diplômes falsifiés. Il fallait tout faire pour avoir des diplômes infalsifiables. Il fallait mettre tous les organes en place pour une organisation
harmonieuse et parfaite, ce qui a fait qu'après ces examens, la délivrance a connu quelques légers retards. Enfin, la CMA signale la clôture des inscriptions à l'examen du CQM session d'avril 2025 au 11 mars à 17h. Elle tient à rassurer déjà de la prise de très bonnes dispositions pour le déroulement dans des conditions de qualité de l'examen. Les Échos de la Criette à présent, affaire de harcèlement sexuel présumé à la zone industrielle de Glojigbe. Ce lundi 10 mars 2025, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au Bénin a tenu une nouvelle audience dans le cadre du dit dossier. À terme, le ministère public a requis 5 ans de prison contre 9 ans des 13 prévenus et a demandé la relâche des 4 autres au bénéfice du doute. D'autres éléments de clarification avec Génial Afouda Moussiagouka. Le procureur a requis 5 ans de prison contre 9 prévenus et invité la Cour à relâcher 4 des mises en cause au bénéfice du doute. En détention depuis le 27 juin 2024, ils font face à des charges de corruption, d'abus de fonction et de harcèlement sexuel. Selon les témoignages présentés à l'audience, les prévenus auraient mis en place un réseau à la zone industrielle de Glojigbe pour soutirer de l'argent aux femmes cherchant un emploi ou promettre des promotions en échange de faveurs sexuelles. Seuls 2 des prévenus ont reconnu les faits reprochés. La partie civile, représentée par les sociétés CIPI Bénin SA et Bénécajou, a réclamé un franc symbolique en guise de dédommagement. Elle demande également la condamnation des mises en cause pour avoir terni l'image de la Gédise. Le ministère public a également suggéré une amende de 2 millions de francs CFA en faveur des entreprises concernées et de l'Institut national de la femme, ainsi qu'une somme équivalente à verser directement aux victimes. Le délibéré est renvoyé au 14 avril prochain. Il y a un an, le 30 avril 2024, la CIPI Bénin SA avait déjà réagi fermement face aux soupçons d'abus au sein de la Gédise. Dans un communiqué, l'entreprise avait indiqué que son dispositif d'alerte interne avait permis de détecter des irrégularités dans le processus d'embauche. Une enquête interne avait ensuite confirmé les suspicions, entraînant l'alerte immédiate de la police républicaine. Sport pour finir, le karaté-do depuis quelques années a une dimension totalement orientée vers l'accroissement des performances. Cette ambition du comité exécutif de la Fédération béninoise de karaté-do s'appuie sur les réalisations de coopération entre le Bénin et le Japon pour réussir ce pari. À cet effet, le samedi 15 mars, la Fédération béninoise de karaté-do, en collaboration avec l'ambassade du Japon près le Bénin, organise la 2e édition du tournoi de karaté doté de la coupe de l'ambassadeur du Japon. Les détails avec Blaise Adampo. Après une longue absence depuis son lancement en 2019, la coupe de l'ambassadeur du Japon renaît. Le samedi 15 mars prochain, le Hall des Arts va vibrer au rythme des combats de haut niveau pour le plus grand plaisir des karatékas. Entre la première édition 2019 et aujourd'hui, il y avait eu une dame Covid qui était passée. Et forcément, on avait dû mettre les relations en berne. Aujourd'hui, ça repart plus fort et ce n'est que bénédiction et chance pour le karaté béninois. Cette 2e édition s'annonce intense. Les compétiteurs, armés de leurs meilleures techniques, auront à cœur de briller sous les yeux des responsables fédéraux et de la délégation japonaise. Les éliminatoires se feront avant même le lancement parce que certains, on a donné la chance à d'autres d'envoyer plus d'athlètes. Nous, on prend en compte seulement, n'est-ce pas, les 2 de chaque département. Mais ils peuvent en envoyer plus qui vont faire les éliminatoires. S'ils réussissent, n'est-ce pas, à battre les titulaires, et bien, ce sont eux qui seront dans les tableaux de 8 garçons et filles. En comité combat, le kata qui est une démonstration se fera toujours sous forme démonstrative. Au-delà du spectacle, cet événement marque un tournant pour la Fédération béninoise de karaté-do qui y voit une opportunité stratégique de renforcer ses liens avec le Japon. Une certitude,
Le tournoi réserve son lot de surprises. Et c'est la fin de ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Christelle et Diacho Tongodo. On se retrouve demain toujours pour le bulletin d'information. Allez, en attendant, nous sommes ici en plateau et on poursuit l'émission. On vous souhaite une fois encore de passer une belle matinée en notre compagnie. Dans un instant, l'heure du français, Jean Fandé, il est déjà ici dans ce studio. Il va me retrouver dans un court instant. Patrick Diossou ne sera pas des nôtres aujourd'hui, un tout petit peu indisposé. On espère qu'il nous retrouvera la semaine prochaine. Allez, on y va tout de suite. Voici pour vous la revue des titres, avant bien entendu l'heure du français. Le procès de Dan Ivo fait le chou gras de nos différents quotidiens ce matin. On va en relayer quelques-unes très rapidement et on démarre avec le quotidien d'information Le Béninois. Libéré affaire Dan Ivo, le procès de la vérité, les éléments qui vont faire perdre le sommeil à Yayi. C'est en manchette du Béninois Libéré. L'autre quotidien, lui, parle donc de la mort de Dan Ivo, confirmée par des experts. Les accusés plaident non coupables, affiche l'autre quotidien. Voyons voir du côté de l'Informateur, deuxième journée du procès Dan Ivo. Confrontation entre accusés et témoins, des éclaircies, des points d'ombre. Au jour 2 du procès Hubert Dan Ivo, témoins et accusés se sont affrontés à la barre. Des déclarations des uns et des autres, il est encore difficile d'entrevoir l'issue. Cependant, le point des légistes semble plonger la famille Dan Ivo dans le deuil certain. Allez, à présent, un coup d'œil sur le quotidien. L'emblème du jour, modification du code de procédure pénale et statut des magistrats par les députés, des réformes pour une justice plus efficace, affiche en manchette. L'emblème qui évoque également cette nouvelle ère pour Porto Novo sur l'impulsion du président Patrice Talon. En passant service, Emmanuel Zossou appelle à la pérennisation des acquis. Matin libre maintenant. À Rekiamadougou, les hommes ont failli, la justice humaine a trahi. Eh bien, les vœux émouvants de Boni Aïe à une collaboratrice dévouée. Matin libre toujours, relecture du code électoral. L'opposition et la société civile montent à nouveau au créneau. On jette un coup d'œil maintenant sur le quotidien d'information Décryptage et c'est avec ce quotidien qu'on mettra un thème à cette revue de presse. Dette extérieure en Afrique baisse de 13% en 2025 à 88,7 milliards de dollars. Décryptage toujours, Journée internationale de la femme 2025. L'UPR mobilise plus de 1000 femmes à Cotonou. Voilà, ce sera tout pour la revue des titres. On va retrouver dans un instant Jean Fandé pour la rubrique Heure du français. Juste une parenthèse publicitaire et on se retrouve juste après. Alors, ce matin, nous retrouvons notre spécialiste d'ingénierie en français par objectif spécifique, Jean Fandé. Bonjour. Oui, bonjour. Guillaume, maman, Rachidat. Comment tu vas? Ça va bien. Très bien. Oui, très bien. Un peu fatigué quand même. Hein? Plus ou moins. La semaine a été mouvementée. Très mouvementée. Oui, tout à fait. Oui. Merci en tout cas d'être avec nous ce matin. Ça fait plaisir de vous retrouver et c'est tous les jeudis, n'est-ce pas, sur l'heure du français. Tout et donc, de nouveaux mots à découvrir, de nouvelles expressions, de nouvelles pensées. Jean Fandé, qu'avez-vous prévu pour nous ce matin? Oui, merci. Avant de commencer, j'envoie un coucou collectif à Patrick.
qui est très occupé. Oui. Mais oui, très occupé ces derniers temps. Donc, coucou à toi, Patrick. Et je voudrais à l'entame saluer une dame. Elle répond au nom de que nomme Rose, Joël. Elle me suit tout le temps. Elle fait des observations, des remarques. Merci pour la fidélité. Merci à Madame Kenom. Joël, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, les mots qui nous plaît de décortiquer aujourd'hui, il s'agit par exemple de la cinquantaine, de cinquantenaire, de quinquagénaire. D'accord. Ah oui. C'est quoi une cinquantaine? C'est bien cela? Oui. C'est quoi le cinquantenaire? C'est quoi Eh bien voilà. le quinquagénaire, oui. J'ai besoin d'une cinquantaine de mille. Quand vous dites ça, ça signifie quoi? Ah, toi aussi, ça renvoie au liquide. Au liquide. Ça renvoie au cash. Oui, et donc dans la valeur tourne autour de 50. 50, d'accord. Donc quand on dit une cinquantaine de mille, c'est pas prévu. Quand on dit 50 000, on sait que 50 000. Mais lorsqu'on dit cinquantaine, cinquantaine, ça veut dire c'est à peu près autour de 50, un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Et appelez-moi une cinquantaine d'élèves. On a besoin d'une cinquantaine de policiers pour sécuriser le périmètre. Donc vous voyez, ça veut dire à peu près ce nombre-là. Donc ça renvoie au chiffre 50, mais pas avec certitude. Mais quand on dit 50, on sait que là, c'est avec une certitude. Donc voilà ce qu'il faut comprendre lorsqu'on dit par exemple que l'Afrique compte plus d'une cinquantaine de pays. Ça veut dire que bon, la cinquantaine c'est autour de la cinquantaine, mais c'est pas encore 60. Donc il y a une approximation qui est évoquée à ce niveau-là. Quand on parle donc de cinquantaine, c'est pas pour dire 50 non, exactement, c'est pas pour dire 50. Ça veut dire. Donc quand on dit 50, on sait que c'est 5 fois 10, on sait que c'est 25 deux fois. Mais lorsqu'on dit cinquantaine, il y a une approximation, donc c'est environ, c'est pour dire qu'il n'y a pas la certitude absolue. C'est qu'on n'a pas le chiffre exact? On n'a pas le chiffre exact. Okay. Donc, lorsqu'on approche de la cinquantaine, là, ça c'est déjà satisfaisant. Et donc, justement, parlant de cinquantaine, allons à cinquantenaire. Et lorsqu'on parle de cinquantenaire, on est toujours dans le chiffre 50 ou le nombre 50. Alors lorsqu'on parle de cinquantenaire, ça renvoie plutôt à la notion de quelqu'un, d'un événement qui est célébré après 50 ans. Après 50 ans de sa mise en œuvre ou bien de son début. On peut dire par exemple que cette année, on se prépare à célébrer le cinquantenaire du discours-programme de 1975 ou bien des Trois Glorieuses, etc., etc. Donc ça veut dire c'est 50e anniversaire du début de cet événement-là. Donc c'est pour dire quoi? C'est un nom masculin qui renvoie à la notion d'anniversaire. C'est ça, là, lorsqu'on parle de cinquantenaire. Oui, le cinquantenaire, qu'il ne faut pas confondre avec quelqu'un qui est âgé de 50 ans. Lorsqu'on veut évoquer maintenant une personne qui est âgée de 50 ans, que ce soit au masculin comme au féminin, parce qu'on peut dire un quinquagénaire ou une quinquagénaire, eh bien c'est pour dire que c'est une personne qui est en train de fêter ses 50 ans. D'accord. Donc, qui est âgé de 50 ans. Donc, et il ne faut pas confondre ça là non plus avec il a la cinquantaine. Lorsqu'on dit il a la cinquantaine, ça veut dire il est âgé, son âge est compris entre 50 ans et 59 ans. Okay. Donc, mais lorsqu'on dit c'est un quinquagénaire aussi, ça peut renvoyer à l'idée de, c'est presque synonyme de cinquantenaire, non, je dis cinquantenaire, cinquantaine, ça veut dire, quand on dit c'est un quinquagénaire, parce que quinca renvoie à la notion de 50, donc de 50. Et donc, un quinquagénaire, c'est quelqu'un qui est âgé de 50 ans. Et donc, pour récapituler, il faut dire que lorsqu'on dit la cinquantaine, ça veut dire que c'est le chiffre qui tourne autour de 50. Lorsqu'on dit que c'est le cinquantenaire, ça veut dire 50e anniversaire. Mais lorsqu'on dit c'est un quinquagénaire, comme on peut dire sexagénaire, comme on peut dire octogénaire, nonagénaire. Et lorsqu'on dit nonagénaire, dont l'âge est compris entre 90 et 99 ans,
un sexagénaire, un octogénaire. Octo, ça veut dire 8, donc compris entre 80 et 89 ans. D'accord. Donc si on dit par exemple Jean Fandé le quinquagénaire, c'est pour dire qu'il a entre 50 et 59 ans. Voilà. D'accord, très bien. Nous avons aussi posé la question aux téléspectateurs. Voyons voir ce qu'ils ont dit. Voyons voir leurs différentes réponses. Regardez. Un cinquantenaire, c'est 50 ans. Une cinquantaine, c'est au moins 50. Une cinquantaine, c'est 50. Un cinquantenaire, c'est quelque chose qui a vécu 50 ans. Un quinquagénaire, c'est quelque chose qui a couvert 15 ans, ou bien. Non, 50 ans. Cinquantaine, c'est 50 ans, ça peut partir de 50 ans. C'est la personne qui vit une personne qui vit jusqu'à 50 ans. Bon, cinquantenaire, bon, c'est notre capital. Le mot quinquagénaire vient de quinquarine, non? Cinquantaine, c'est un ensemble de 50. Cinquantenaire, c'est aussi un ensemble de 50, mais ça se rapporte plus souvent, je crois, à un événement ou à un être vivant. Une cinquantaine, c'est un chiffre compris entre 0 et 50. Quelqu'un qui est dans la tranche d'âge de 45-50 ans. Quinquagénaire, je peux passer. Voilà, Jean Fandé, oui. Tout sourit aux lèvres. Oui. Il y a comme un amalgame un peu au niveau de des citoyens rencontrés ça et là dans les rues de Cotonou. Mais je pense que le tout dernier était un peu dans le vrai quand même. Hein? Oui, j'allais dire l'avant-dernier. Sinon, pour le tout dernier, ce que je retiens de lui, il a fait preuve de sagesse et il vaut mieux s'abstenir que de dire des bêtises. Non, mais ça, c'est pour le mot quinquagénaire. Oui, c'est pour le mot quinquagénaire. Oui. Et on les remercie toujours pour leur apport. Une chose est sûre, ça prouve combien ce mot-là, ces termes voisins quand même, renvoient à de la confusion. Donc, lorsqu'on dit la cinquantaine, quand on dit la cinquantaine ostensible ou remarquable, parfois c'est pour dire c'est une personne dont l'âge tourne autour de 50 ans aussi. Ça dépend de comment on emploie l'expression. Mais lorsqu'on dit une cinquantaine et on fait précéder d'un article défini ou indéfini, et bien voilà ce à quoi cela renvoie. Le cinquantenaire, c'est donc 50e anniversaire de naissance ou bien du début de quelque chose. Lorsqu'on dit un quinquagénaire, c'est donc quelqu'un qui est âgé entre 50 ans et 59 ans. Comme on peut dire sexagénaire, septuagénaire, nonagénaire, etc. D'accord. Y a-t-il de quinquagénaire par ici ce matin? Je ne suis pas encore quinquagénaire, c'est sûr. Jean Fandé, tu réponds pas, hein? Mais bon, allez. Je pensais que c'est aux téléspectateurs. Allez, un peu de maniement de la langue par ici. Et on continue Jean Fandé, d'outiller nos téléspectateurs sur les différentes façons, n'est-ce pas, de bien se tenir en public, de bien s'exprimer en public, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Et ce matin, nous allons rappeler l'indispensable nécessité de structurer son discours et de problématiser. Alors, la structuration du discours, ça veut dire qu'il faut donner une allure logique à ce qu'on est en train de dire. Et ça peut se passer de plusieurs façons. Alors, structurer le discours, on nous enseigne, par exemple, au niveau de la structure argumentative, que lorsqu'on veut aborder une idée, il faut donner l'impression qu'on est en train d'évoluer comme sur les marches régulières d'un escalier. Et pour nous pousser vers le fait concret, on dit par exemple qu'il faut apprendre à utiliser les connecteurs logiques comme d'abord, ensuite, enfin. Lorsque vous prenez la parole, par exemple, en public et vous dites du moins ce que j'interviendrai en 3 points. Vous invitez, c'est un peu un contrat tacite que vous nouez avec votre public. Parce que le public va donc s'attendre à 3 points. D'accord. À 3 points. Donc, lorsque vous dites le premier, avant le premier, on nous demande de dire d'abord. Le deuxième, pas le second, le deuxième, on dit ensuite. Ensuite, oui. Et s'il y a une autre idée qui doit venir, on peut dire par ailleurs, avant de dire enfin. Oui. On nous enseigne également que parfois, c'est quand vous êtes dans le feu de l'action et vous avez déjà dit enfin, et vous vous rendez compte qu'il y a quand même une idée lumineuse sans laquelle votre discours n'aura pas eu tout son poids. Et
Parce qu'après, enfin, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Ouais. Diplomatiquement, on peut dire, et j'aurais terminé quand j'aurais ajouté. Et j'aurais entièrement fini. Il y a des personnes qui sont spécialistes de ces phrases-là. Et puis, ils n'en finissent pas. Ils n'en finissent pas. Un peu comme dans la lettre privée où on dit post-scriptum. Oui. Donc, post-scriptum, ils ont toujours leur post-scriptum dans le discours. Et ça passe bien parfois lorsque, surtout, ce que vous avez à ajouter, c'est-à-dire la chute, est assez croustillante. Si c'est intéressant, eh bien, ça passe. Parce qu'il vaut mieux ajouter cela pour donner plus de poids, plus de beauté, plus d'esthétique. À votre propos. À votre propos. Ouais. Oui, si l'idée vient, il vaut mieux le faire. Et parfois, on le fait en regardant le public. Lorsque dans le public, vous avez les yeux fixés sur quelqu'un qui ne fait que secouer la tête comme s'il n'est pas d'accord avec vous. Donc, on est en train de chercher, on cherche en même temps une idée qui puisse contenter la personne avant que vous ne laissiez le micro. Donc ça, c'est une première structuration. Deuxième structuration, on nous dit, et évidemment, à chaque fois, on donne des exemples, mais on nous dit que c'est soporifique, c'est-à-dire c'est ennuyeux, ça donne envie de dormir parfois. Parce qu'on sait que, on connaît. Par exemple, lorsque on vous demande de parler de la pauvreté au Bénin, et vous dites, dans une première partie, il va parler de la définition de la pauvreté, ensuite comment ça se manifeste, ensuite ses conséquences, et puis pour finir, je vais proposer des solutions. C'est trop scolaire en fait. Voilà. C'est trop scolaire, ça donne l'impression d'avoir en face un étudiant, quelqu'un qui est trop accroché à ses cours. C'est classique. Ouais, c'est classique. À la limite, c'est ennuyeux. Bon, il n'y a pas de créativité. Et là, par exemple, on nous demande de sauter dans le problème. Et vous pouvez regarder le public après silence et vous pouvez commencer par le mot « imaginer ». Ou bien, vous indexez le public. Est-ce que vous savez que 50% des richesses de notre pays sont concentrées entre les mains de 2% de la population? Il faut une belle accroche. Voilà. Comment ça? Et alors, vous pouvez commencer à imaginer un Béninois qui gagne 80 000 francs par mois, qui doit payer son loyer de 30 000, payer l'électricité 5 000, l'eau 3 000, et puis nourrir une famille de 5 personnes. C'est plus captivant. C'est captivant. On a juste envie de vous écouter. Voilà. Vous convoquez les gens entre griffes, vous les invitez, vous les acculez à commencer par réfléchir au problème véritablement. Mais comment il va faire? C'est un magicien. Comment il va gagner que 50 000 et payer plus de la moitié pour les frais fixes de location, et puis s'occuper écolage, il y aura des cérémonies. Là, ça invite tout le monde. Chacun commence par imaginer sa situation et penser à d'autres personnes dont vous captivez. Vous amenez les gens à être accrochés au problème plutôt que de dire « je vais faire ceci ». Quand la personne connaît les manifestants de la pauvreté, vous la faites asseoir et vous commencez par parler de ces manifestations, la personne va se demander, le public va se demander qu'est-ce qu'il a de nouveau à nous apporter. C'est ça. C'est quand on veut qu'on l'écoute. Mais lorsque vous sautez dans, vous problématisez, c'est-à-dire vous donnez un exemple frappant, touchant. En fait, ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'il faut avoir un narratif qui capte son auditoire. Il faut avoir un narratif qui capte l'auditoire. Et nous avions dit la fois dernière qu'il faut tenir compte également de l'auditoire. Et ça dépend. Lorsque vous avez affaire à un parterre de personnes responsables, de personnes UP, vous savez comment il faut commencer. Si ce sont des enfants, vous savez comment il faut procéder. S'il n'y a que il y a majoritairement des femmes et des femmes en situation maritale, il faut également savoir comment commencer. S'il s'agit de personnes qui peuvent être considérées comme vos pères ou bien vos pépés, on sait également comment commencer parce que vous n'avez rien à leur démontrer. En fait, la communication a des aspects compressibles et extensibles. Compressibles à des endroits où vous savez que ceux à qui vous adressez ne sont pas ignorants du fait. Donc, vous comprimez et vous allez à l'essentiel. Extensible lorsque vous savez que vous avez d'éléments nouveaux qui peuvent les nourrir, qui peuvent apporter un plus à leur background, alors vous pouvez étendre un peu. Et là, il faut également savoir y mettre de l'humour. De toute façon, nous allons revenir à cet aspect-là. Donc ce matin, il faut problématiser au lieu de rester classique et un peu trop ennuyeux. Voilà ce que j'ai. Soyez créatif, hein, voilà. C'est important. Ça vous distingue de l'autre. Tout à fait. Et on a juste une envie, c'est vous écouter. Ah oui, vous entendez.
Vous amenez les gens à vous dire à la fin de votre communication qu'on n'a pas envie de faire autre chose que de vous écouter quand vous parlez. On vous le dit. D'accord. Oui, voilà. Merci Jean Fondé. Merci. Savez-vous combien ce matin nous sommes chanceux de vous savoir là, devant vos petits écrans? Je démarre. Ah oui, je mets en œuvre ce que le professeur de français m'enseigne ce matin. Mais bon, je suis votre élève. Allez, Jean Fondé. Bien sûr, 20. Juste une petite digression. Oui, bien sûr. Allez, l'expression du jour ce matin, elle dit ceci: se croire sorti de la cuisse de Jupiter. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Explication avec nos citoyens rencontrés une fois encore dans les rues de Cotonou. Merci. Ça doit faire allusion à je ne sais plus quel dieu, mais en tout cas à un enfant de Jupiter, peut-être être un peu fanfaron ou bien en tout cas être zélé. Se croire sorti de la cuisse de Jupiter, c'est genre essai de zèle. Sorti de la cuisse de Jupiter, il se croit d'avoir tout permis. C'est une grâce de sortir de la cuisse d'un dieu, parce que celui-là devrait être béni. L'expression là, je peux dire que quelqu'un qui se croit Dieu. C'est faire du zèle. Se croire sorti de la cuisse de Jupiter, c'est l'expression du jour, Jean Fondé. Ouais. Nos citoyens ont tenté quelques réponses. C'est formidable. Ça vous convainc? Ça me convainc. Ça me convainc dans une grande proportion. Puisque il faut rappeler l'histoire. Jupiter, d'abord, c'est le dieu des dieux. Dans la mythologie romaine, on parle de Jupiter. Son équivalent grec, c'est Zeus, est considéré comme le dieu des dieux. Alors, quand on dit être sorti de la cuisse de Jupiter, la cuisse, évidemment, là, c'est pris au sens propre. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a démontré que même dans l'univers des dieux, il y a la jalousie. Zeus, ou Jupiter, est allé prendre une seconde femme, une humaine. Et quand il est sorti, eh bien, la première femme, Gaïa, la terre, s'est jetée sur elle et puis a mis fin à ses jours. Il y a d'autres versions qui racontent qu'elle aurait été brûlée. Et pour montrer son omnipotence, c'est-à-dire sa toute-puissance, Dieu qui est revenu a trouvé que la femme est irrécupérable, mais a ouvert sa propre cuisse, a fait sortir l'enfant, comme on fait césarienne aujourd'hui, et il ouvre sa propre cuisse et remet l'enfant dans sa cuisse, referme sa cuisse sur l'enfant, et l'enfant est resté dans sa cuisse jusqu'à terme. Et quand l'enfant est né, on lui a raconté son histoire pour lui dire comment il est né. Eh bien, il s'est dit, mais si je suis descendu de la cuisse, si j'ai grandi, j'ai évolué à l'état fœtus dans la cuisse du Dieu des dieux, alors je suis au-dessus de tout le monde. Et ce demi-dieu, eh bien, c'est lui qu'on appelait Bacchus chez les Romains et Dionysos chez les Grecs. Et vous allez voir sur les bouteilles de vin, les bonnes bouteilles de vin, on met Bacchus. On écrit Bacchus, mais il faut lire Bacchus. Bacchus, c'est le dieu du vin. Et pourquoi on l'appelle dieu du vin? Parce que, étant conscient qu'il est né du Dieu des dieux, eh bien, tous les samedis, il organisait des processions où il donnait à boire à toute une horde, excusez le terme, de personnes qui chantaient, dansaient en sa compagnie. Donc, c'est pourquoi on dit jour de sabbat, sabbati dies. Donc, on boit, on mange, on fait ce qu'on veut. Et des orgies, il organisait ça. Pourquoi? Parce qu'il est plus important que tout le monde. Il est plus fier que tout le monde. Et donc, le dieu du vin, c'est Bacchus. C'est pourquoi on boit, on danse. On a dit la fois dernière que la femme et le vin tirent l'homme du jugement. Eh bien, quand ils boivent le vin, ils n'ont plus le jugement, ils chantent, ils font n'importe quoi, ils font à la limite du désordre. Alors, lorsqu'on dit, et l'expression est restée, lorsqu'on dit se croire sorti de la cuisse de Jupiter, ça veut dire que c'est une personne qui pense qu'elle est exceptionnelle, qu'elle est au-dessus de tout le monde. C'est une personne trop imbue d'elle-même. C'est une personne qui se prend, comme vient de le dire un citoyen interrogé, eh bien, c'est quelqu'un qui pense qu'il est un dieu et, à défaut, un demi-dieu. Il est plus intelligent, plus fort, il a tout plus que tout le monde. Donc, quand on dit, c'est quoi? Il est narcissique, cette personne?
Oui, il y a Elle aussi est narcissique, pardon. Oui, cette personne. elle est narcissique, forcément. Ouais. Parce que on s'aime et on sait qu'on doit s'aimer parce qu'il n'y a plus d'autre personne autre que soi qui puisse être aimable. On se croit en fait plus important, on se croit au-dessus des autres. Oui, on se croit au-dessus des autres. Donc, lorsqu'on dit, c'est quoi? Se croit-il sorti de la cuite de Jupiter? Ou bien, qu'est-ce qu'il a à vouloir croire? Ou bien à en venir à croire qu'il est plus important que tout le monde? Donc, il y a, malheureusement ou heureusement, il y a des personnes comme ça qui, pour une raison ou une autre, pensent qu'on est au-dessus de tout le monde. Non, il n'y a personne qui... C'est eux qui ont le savoir-faire, les autres sont nuls, voilà. C'est eux qui sont bons, ils sont meilleurs. Vous savez comment on appelle l'homme, la personne humaine dans le continuum chez nous? Non, dites-moi. Beto. Beto. Oui, chez les Minants, on dit agbeto. Et en Asie, on dit agbeto. Ça veut dire que le propriété de la vie. Le petit homme n'est pas un petit homme. Ça veut dire, quelle que soit l'âge de la personne humaine, elle est propriétaire de la vie. Très bien. Donc, si nous sommes tous propriétaires de la vie, ça veut dire que nous avons tous la même importance. Personne n'est au-dessus de... Quelles que soient vos prérogatives, quelles que soient vos fonctions, sachez que vous êtes d'abord une personne humaine. Ce quoi sorti de la cuisse de Jupiter, c'est l'expression, voilà, l'expression indiquée pour dire à quelqu'un, écoutez, vous croyez plus important que moi ou quoi? Voilà. Merci Jean Fondé. On termine avec la pensée du jour qui dit ceci: le cœur d'une femme est un océan de secrets. C'est une pensée extrait donc du célèbre film Le Titanic. Oui, tout à fait. N'est-ce pas Jean Fondé? Oui. Allez, on écoute un peu nos citoyens. C'est super. Littéralement, je pense que ça veut dire que le cœur d'une femme peut cacher énormément de choses. La femme détient beaucoup de secrets sans qu'on ne le sache. L'affirmation là, c'est vrai parce que la femme garde beaucoup de choses dans son cœur. La femme, franchement, il y a beaucoup de choses qui s'y cachent. Dire que c'est un océan seulement, moi je trouve que c'est trop peu. C'est pour dire en plus que c'est difficile de connaître vraiment la femme. Voilà, la femme, le cœur d'une femme est un océan de secrets. Alors, Jean Fondé? Oui, l'héroïne du film Le Titanic, c'est Rose, avec le héros, le personnage principal Jack. Ce sont les deux qui nous ont permis de voir qu'au-dessus d'une panoplie d'histoires, il y avait une histoire d'amour incomparable. Ouais. Et avec la voix de Céline Dion, on est venu donner encore beaucoup plus de pouvoir, plus de poids, plus de beauté et plus d'esthétique à ce film-là. Alors, lorsqu'on regarde ce film, qui est un film à la fois pathétique et dramatique, à la fin, on perd de vue la dernière phrase qu'a dite Rose, qui a raconté l'histoire alors qu'elle était déjà octogénaire. Ça veut dire qu'elle avait déjà plus de 80 ans. Elle était entre 80 et 90 ans. Alors, quand elle a fini de raconter l'histoire du Titanic, comment ça s'est déroulé, parce qu'elle était pratiquement la seule survivante, elle a fait sortir le pendatif que Jacques lui avait donné pendant leur idylle, leur histoire d'amour, et ce pendatif avec une médaille sous forme de cœur, et elle a dit, bon voilà, elle a gardé ça là pendant pendant des décennies, et c'est après avoir raconté l'histoire qu'elle laisse tomber le pendatif dans l'eau, et elle a confié, elle s'est écriée: le cœur d'une femme est un océan de secrets. C'est pour dire quoi? C'est pour dire d'abord l'exagération. L'océan, c'est insondable. La science n'est pas encore parvenue à découvrir tout ce qu'il y a au fond de l'océan. C'est pour dire, même si c'est dans l'hyperbole, dans l'exagération, que la femme en général, parce que s'il faut prendre une partie pour le tout, la femme est insondable. C'est un être qu'il ne faut pas prétendre connaître. On ne peut pas dire qu'on connaît une femme, qu'on connaît la nature de la femme, ce n'est pas possible. Et lorsqu'on dit océan de secrets, ça veut dire également que c'est un être non seulement difficile à maîtriser, difficile à connaître, mais qui est capable de garder beaucoup de secrets. Contrairement à ce qu'on a tendance à croire pour dire que les femmes ne gardent pas de secrets. Et même La Fontaine l'a dit dans sa fable intitulée Les femmes et le secret, quand il dit rien ne pèse plus lourd aux femmes que le secret. Mais il ajoute que là-dessus, il y a bien d'hommes qui sont pires que des femmes. Pour dire que... c'est pas faux. Oui, c'est que tu vas dire que c'est pas faux. C'est pas faux.
Donc, il y a des gens qui sont perforés comme nos jarres troués. Et quand vous leur confiez un secret, il vaut mieux aller sur les antennes de la SRTB pour le dire plutôt que de leur confier. Secret africain. Oui, mais secret africain. Et donc, c'est pour dire que la femme est un être insondable, un être capable de garder des secrets, surtout les secrets qui peuvent compromettre sa dignité, son honneur, son amour propre. Elle sait garder ça là. Très bien, merci Jean Fondé, c'est tout dit en tout cas. Retenez cette pensée, le cœur d'une femme est un océan de secrets. Retenez également cette expression du jour, se croire sortir de la cuisse de Jupiter, qui veut dire se croire plus important que les autres. Allez, Jean Fondé, ce sera tout pour l'heure du français de ce jour, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On se retrouve sur l'heure du débat. À tout de suite. Allez, un autre invité par ici avec lui, on va parler du foncier. Oui, c'est un expert et il va me rejoindre dans un moment. Daouda Moussé est mon invité à présent. Il est expert foncier, juriste, fiscaliste, consultant en attractivité et marketing. Allez, je le laisse venir d'abord avant de décliner, n'est-ce pas, de tout décliner. Venez avec moi s'il vous plaît, Daouda Moussé. Avec lui, on va parler ce matin des transactions foncières, achat-vente des parcelles. Vous le savez, la réforme du secteur foncier au Bénin chamboule tout. C'est un secteur désormais très bien organisé, on n'y fait plus n'importe quoi. Et avec Daouda Moussé, on en parle ce matin. Bonjour Monsieur Moussé. Bonjour à vous Madame la journaliste. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, vous êtes expert foncier, juriste fiscaliste, consultant en attractivité et marketing du territoire. Vous êtes également auteur de 2 ouvrages sur le foncier béninois. Le premier intitulé Bréviaire du foncier béninois, des paroles aux actes. Le deuxième porte le nom précis du foncier, 39 questions-réponses pour être à l'abri des litiges fonciers. Merci d'être avec nous ce matin, Daouda Moussé. Merci à vous, c'est un plaisir renouvelé de retrouver les fidèles téléspectateurs de la chaîne Mère. Et j'aurais commis un crime de lèse-majesté si, après cette longue absence, je ne vous fais pas la confidence d'avoir retrouvé un plateau plus beau, plus splendide que ce que j'avais connu. D'accord. Encore merci à vous. Merci à vous. Alors, il y a tellement de choses à savoir sur le secteur du foncier. Tellement de choses ont changé. Déjà, que comprendre par cession foncière, Daouda Moussé? Alors, la cession foncière en matière immobilière est une convention par laquelle l'acquéreur, je veux dire l'acheteur, acquiert ou s'engage à acquérir un bien immeuble, que la parcelle soit nue ou bâtie, au vendeur moyennant un paiement d'un prix convenu. C'est aussi une opération par laquelle les parties terminent ou préviennent une contestation en se consentant des concessions réciproques. Elle suppose donc un contrat écrit qui doit faire ressortir les concessions mutuelles que les parties se sont faites. C'est donc une opération d'achat-vente, simplement. C'est bien cela. Oui. Et donc, la législation béninoise recommande une procédure de vente ou d'achat de parcelles, qu'elles soient bâties ou non bâties. Quels sont les documents que le vendeur d'une parcelle doit détenir aujourd'hui pour vendre sa parcelle? Alors, vous savez, la vie est dynamique, tout pays est dynamique. Je vous fais grâce de ces documents qui font ou qui ont fait l'objet des transactions foncières depuis 1960 jusqu'à août 2023. Je vous fais grâce de ça parce que nous n'avons pas le temps. Je parlerai, exactement, d'aller dans les détails. Voilà. Oui. Je parlerai à partir de la période août 2023 jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le code foncier et domanial béninois impose? Si vous voulez, en République du Bénin aujourd'hui, vendre une parcelle ou une maison, le code exige que le vendeur ait le titre foncier. D'accord, ça c'est le premier document. C'est le premier document. Le titre foncier ou le certificat d'appartenance. Et si je me mets dans la posture de l'acheteur, toute personne qui désire acheter un bien immeuble,
c'est-à-dire une parcelle, Oui. qu'elle soit dans une zone rurale ou dans une zone viabilité en ville, Oui. qu'elle soit bâtie ou non, la personne doit exiger de son vendeur le titre foncier, ou le certificat d'appartenance. D'accord, très bien. Ce sont donc deux documents hyper importants. Si le titre foncier est souvent entendu des populations, quand bien même nous allons revenir largement sur ça à travers cette émission, il faut dire que le certificat d'appartenance, par contre, semble être nouveau aux yeux des populations, n'est-ce pas? Absolument. Pour répondre à ça, nous allons faire un petit exercice. Oui. Est-ce que le certificat d'appartenance a la même valeur que le titre foncier? C'est non. Non, car l'article 112 du Code foncier et domanial béninois dispose que seul le titre foncier confère le droit irrévocable et absolu sur une parcelle. Donc vous constatez déjà que le titre foncier n'est pas à comparer avec le certificat d'appartenance. Nous évoluons. Le certificat d'appartenance peut se comparer aux actes présomptifs de propriété. Nous avons le titre foncier, mais nous avons des actes présomptifs de propriété. Les actes présomptifs de propriété, ce sont ces documents qui nous permettent d'aller au titre foncier en réalité. D'accord. Et comme acte présomptif de propriété, nous avons par exemple l'attestation de recasement, nous avons l'attestation de détention coutumière, les avis d'imposition. Est-ce que le certificat d'appartenance peut se comparer à ces actes présomptifs de propriété? Là encore, c'est non. La réponse est non. L'article 4 du Code foncier et domanial béninois a énuméré de façon précise les actes présomptifs de propriété dont le certificat d'appartenance n'y fait pas partie. Nous évoluons. Est-ce qu'on peut comparer le certificat d'appartenance à un acte probatoire? Alors, un acte probatoire, c'est simplement un acte en matière foncière qui sert de preuve lors d'un litige. D'accord. Est-ce que donc on peut comparer le certificat d'appartenance à un acte probatoire? C'est également non. Non. Et parce que l'article 375 du Code foncier et domanial béninois a listé les actes de preuve en matière contentieuse. Alors, c'est quoi que vaut en réalité, le pour revenir à votre question, d'appartenance. le certificat d'appartenance? Il faut donc interroger l'article 17, alinéa 2 du même Code foncier et domanial qui dispose que le certificat d'appartenance est un acte qui autorise simplement à conclure une vente. C'est donc un simple acte de vente ou un document d'aliénation qui a d'ailleurs une validité de 12 mois et qui ne se délivre qu'une seule fois sur un bien immeuble obtenu de cession. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se lever comme ça pour vendre son bien, tout simplement parce que le bien, il vous appartient. Il vous faut un certificat d'appartenance. Oui, le certificat d'appartenance, c'est un acte qui vous permet de vendre votre immeuble en attendant que le titre foncier ne sorte. Nous n'avons pas le temps parce que pour pouvoir même obtenir le certificat d'appartenance, il faut avoir déjà introduit son dossier pour l'obtention du titre foncier. C'est une ouverture parce que le titre foncier, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, donc le législateur a été souple en disant, OK, vous êtes pressé, vous avez des choses à faire, peut-être... Vous pouvez engager la procédure en attendant. En attendant, vous engagez la procédure d'obtention du titre foncier. Et là, l'ANDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, est l'institution qui délivre aussi bien le titre foncier que le certificat d'appartenance. Donc aujourd'hui, en République du Bénin, soit vous avez le titre foncier en bonne et due forme, et vous passez à la procédure, soit vous avez le certificat d'appartenance. Mais alors, il faut signaler que vous ayez le titre foncier ou le certificat d'appartenance, la formalisation se fait de façon obligatoire devant le notaire, dans un cabinet notarial. Les explications sont si claires, Daouda Moussé ne souffre d'aucune ambiguïté, mais malgré les dispositions et le processus que vous décrivrez et qui s'imposent depuis août 2023 à tous les citoyens et personnes morales, quels sont les risques et les dangers qui guettent toutes ces personnes qui estiment que le titre foncier est coûteux et continuent d'acheter des parcelles dans l'informel?
Alors, la vente ou l'achat de parcelles ou de biens immeubles dans l'informel aujourd'hui au Bénin produisent deux impacts négatifs en général. Le premier impact négatif, les personnes qui se livrent à ces genres de pratiques peuvent se retrouver dans des situations où elles ont acheté un bien immeuble qui n'a jamais existé parce que déjà vendu à d'autres personnes. Et là, que ce soit l'acquéreur ou le vendeur, elles pourront se retrouver dans une situation où elles vont écoper des sanctions civiles ou des sanctions pénales. Et on a maintenant une cour foncière, une cour du foncier. Absolument, qui fait déjà si bien son travail, la Cour spéciale des affaires foncières. Le deuxième impact qui est négatif est que ces gens qui se livrent toujours à ces pratiques donnent du boulot aux tribunaux ordinaires et à la Cour spéciale qui, toutes les fois que des manipulations, des manières frauduleuses sont faites pour pouvoir faire des transactions, les litiges naissent et les litiges ne vont pas cesser. Alors, il faut dire que le respect de la loi est la première obligation de tout citoyen. Donc, nous devons veiller à respecter ce que les textes disent. Et l'État fait déjà son devoir d'élaboration des lois et de sensibilisation, parce que l'émission qui se passe actuellement, c'est une sensibilisation. Exactement. Et cela a été permis grâce à l'État. Daouda Moussé, merci de nous aider à éviter certaines erreurs. Aujourd'hui, je l'ai dit, on ne peut plus faire n'importe quoi. Absolument. Aujourd'hui, pour vendre sa parcelle, il faut un titre foncier, il faut le certificat d'appartenance. Et donc, on va vous retrouver jeudi prochain pour évoquer d'autres thématiques liées au secteur du foncier. Avant de vous quitter, votre mot de la fin. Merci beaucoup. J'invite les citoyens béninois ou non, à savoir qu'il faut, le titre foncier ou le certificat d'appartenance, il faut aller vers le notaire. Et le notaire doit s'assurer de la disponibilité du bien immeuble. Il doit s'assurer de la qualité du bien, du moins sur le plan juridique. Je le disais tantôt, titre foncier ou certificat d'appartenance, il doit s'assurer que le vendeur a effectivement qualité et que l'acquéreur a effectivement qualité et qu'enfin, il doit s'assurer qu'il y a accord entre le bien et le prix. D'accord, très bien. Évitez d'acheter vos parcelles dans l'informel. Cela ne vous protège pas du tout, chers amis téléspectateurs. Daouda Moussé, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas? C'est moi qui vous remercie avec le même plaisir. C'est l'heure du débat et mes débatteurs sont déjà là. On va rapidement à la pause, le temps de les installer. Je n'aime ça, c'est une expression qui fait actuellement le buzz au Bénin. Elle est en vogue, jeunes et adultes l'utilisent, suscitant du coup quelques inquiétudes et interrogations de la part de plusieurs internautes. Alors question, devrions-nous encourager cette tendance qui érige parfois en règle d'or certaines expressions avec le niveau de nos apprenants déjà très faible? N'y a-t-il pas des risques d'aggraver la situation? On fait le débat ce matin avec mes débatteurs. Justino Vieira, bonjour. Bonjour Rachida, bien maman. Bonjour le plateau, ma téléspectateur, bonjour. Vous êtes coach de l'entrepreneuriat, vous vous tenez très souvent aux côtés des jeunes, n'est-ce pas? Exact. Merci Jean Fondé. Merci Justino Vieira, pardon. Joël Ronogbo, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes également notre invité ce matin. Vous êtes conseiller en assurance. Précisément à Sono Assurance, et vous êtes aussi un acteur des réseaux sociaux, qui ne l'est pas finalement, n'est-ce pas? Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Will Christ Tella, merci de renouer avec notre plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes consultant en innovation culturelle. Merci également de partager ce plateau. Merci. Avec nous, Jean Fandé. C'est vous le professeur sur ce plateau. Ah oui. Professeur en français. Ah oui. Alors, on va planter le décor avec vous, Justino Vieira. Cette expression, je n'aime ça, elle est partie d'où? Merci beaucoup pour la question.
Vous savez, tout a commencé à l'occasion d'une fête. D'accord. Une fête à l'allure identitaire des ressortissants et sympathisants de la commune de Soava. Et dans la foulée, des impressions ont été recueillies, des interviews ont été faites. Et interviewé un chef d'arrondissement de la dite commune, il lâcha dans son discours, dans ses impressions, qui sont quand même des notes de gaieté, une note joyeuse. Et alors, il dit, tout s'est bien passé, bien organisé, je n'aime ça. C'est vrai, on était choqués, on se demandait, je n'aime ça, ça sort d'où? Et les jours d'après, pour ne pas dire les minutes qui ont suivi, c'est devenu un élément autour duquel tout le monde alimente la toile, les réseaux sociaux. Je n'aime ça, je n'aime ça, je n'aime ça. Mais faisons une pause pour voir le contexte, l'intention de cet interviewé. Je veux parler de ce chef d'arrondissement dont je fais tel le nom ici sur ce plateau. Lorsque vous voyez le sens, la nature de son discours, la gaieté qu'il exprimait, la joie qu'il exprimait, on s'est demandé, voulait-il dire « je n'aime pas ça » ou voulait-il dire plutôt « j'aime ça ». Et quand on se fie au sens, au conducteur de son message, on dit non, il voulait certainement dire « j'aime ça ». Mais le « n'aime » là sort d'où? L'invité désagréable. Mais le constat à combattre, c'est ce que vous évoquez dans votre introduction, Madame Rachida, lorsque vous dites le niveau ABCD basique de nos enfants. Et lorsqu'on a tendance à consacrer, à légitimer une expression de base qui est une faute, est-ce que ça ne vient pas atterrer? Est-ce que ça ne vient pas créer une dynamique de désapprentissage du discours de notre syntaxe française? Et je dis oui, je réponds par l'affirmatif. Et c'est pour ça qu'il faut très justement discuter, échanger, sensibiliser pour que les fautes, même si elles viennent des autorités, des figures, à quelque niveau que ce soit, qu'on ne les considère pas comme des éléments. Parce qu'aujourd'hui, finalement, quelqu'un qui dit « je n'aime ça », on ne sait pas s'il est en train de commettre une faute ou s'il est en train de blaguer. On en rigole. On en rigole, oui. Mais toujours est-il, ça demeure et ça reste une faute. Très bien. Will Christella, j'imagine que ça ne vous a pas échappé aussi. Hein. Je n'aime ça. Vous aussi, vous l'avez déjà utilisé? Je ne suis pas de ceux qui désinforment la population. Je suis un homme des médias, vous le savez. D'accord. Alors, que pensez-vous de cette expression devenue virale en quelques jours? Moi, je condamne le niveau, on va dire, de l'élite béninoise actuelle. Parce que si c'est par misinformation, il n'y a pas de problème. Si c'est pour désinformer, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on choisit, on va dire consciemment, de diffuser de la fausse information juste pour faire sensationnel? C'est là, moi, ma problématique. Quelle est la qualité ou quel est l'héritage qu'on envisage de laisser à la postérité? C'est la question que moi je me pose. Il faut dire qu'à la base, hein, le monsieur qui a utilisé cette expression, c'est pas quelqu'un aussi qui s'exprime très bien. Le code du numérique n'accuse pas forcément ceux qui donnent une information, parce que on reconnaît que l'information peut être c'est ça que j'appelle la désinformation. L'information, quelqu'un peut partir d'une bonne intention et donner une mauvaise intention. Mais la personne qui relaie après, c'est elle qui commence à créer le drame en question d'information. D'accord. Alors, Joël Houlombo, on a vu certaines personnes afficher, écrire des posts comme quoi, enfin, le Bénin aussi a son expression. Alors, je vous remercie. Cette expression, d'ailleurs, est l'une des expressions, peut-être, je dirais, à décourager, puisque, allant peut-être dans le sens du monsieur de tout à l'heure, ça amène, je dirais, la population à ne plus être en phase avec les vraies expressions. Et cela, d'abord, si on devrait condamner quelqu'un, c'est d'abord, je dirais, le niveau d'études, si je peux le dire ainsi, de cette personne qui utilise peut-être cette expression-là. Puisque si, avec ce grade, avec ce rang, je me permets de parler ainsi, je pense que ça dévalorise un peu
l'autre pays, si je peux le dire. Non, mais on ne va pas lui faire un procès ici. Non, du tout pas, c'est pas on n'est pas obligé de comprendre le français, de bien parler le français pour réussir sa vie. C'est un homme respectable, très responsable. Hein. Encore que la loi n'en fait pas une obligation. Voilà, pas du tout. Ouais. Alors, Jean Fandé, vous qui êtes le professeur de français, j'imagine que cela vous interpelle, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Que je le veuille ou non, ça m'interpelle à plus d'un titre, sans vouloir donner l'impression de sortir de la cuisse de Jupiter sur le domaine de l'enseignement du français. Je puis dire, ce que je vais commencer par souligner, c'est que la langue est dynamique et sa pratique dévance souvent ce que proposent les dictionnaires et tous les ouvrages didactiques. Et si bien que parfois, et les dictionnaires et ces ouvrages à la fois pédagogiques et didactiques sont obligés parfois de prendre du recul pour s'y conformer en prenant soin de préciser la nature de l'expression. Vous savez qu'il y a des niveaux de langue, le niveau familier, le niveau courant et le niveau soutenu, mais en dehors de ça, il y a le niveau argotique, le niveau populaire, le niveau etc., vulgaire, etc. Et les spécialistes de la langue étudie tous ces paramètres-là pour voir ce qui est le plus utilisé, juste pour en faire référence. Venant d'une autorité, heureusement qu'à travers les propos des uns et des autres, j'ai eu dire que on n'est pas obligé d'être un féru de la langue française avant d'occuper un poste de responsabilité. Mais malheureusement, dans le contexte sociologique où nous sommes, on a tendance à croire que celui qui est responsable, il devient la référence. Et s'il est la référence, moi, j'aurais souhaité humblement que lorsqu'on est une référence, donc une autorité, on est éducateur, je ne dis pas enseignant, éducateur sur bien des points, sur le plan linguistique, sur le plan communication, sur le plan comportemental, parce que non seulement ceux qui aspirent à atteindre ce niveau vous observent et veulent vous copier, les jeunes générations vous copient, et surtout nous qui avons la charge d'enseigner la langue et de répéter à qui mieux à nos apprenants que et il faut se conformer à l'usage correct de la langue. Nous aussi, on est obligé de regarder cela. Malheureusement, on a tendance à plus se retenir à copier ce qui sort des rails que ce qui est sur les rails. Oui, ce qui dévie, ce qui est déviant, retient plus l'attention. Alors, pour en venir à l'expression, il faut dire que ce n'est pas une première. Nous avons eu dans ce pays, avec tout le respect dû à son rang, quelqu'un qui voulait rempiler par rapport au fauteuil présidentiel, qui a dit nous étions en haut, nous avons accepté de descendre en bas, maintenant nous voulons remonter en haut. Cette tautologie pléonasmique nous a beaucoup. Oui, cette tautologie pléonasmique de la plus haute autorité du pays nous a gêné beaucoup, mais quand ça va mal, on accuse les professeurs de français. C'est pour dire, même dans les pays développés, même les pays où le français est censé être la langue officielle. Non, pas la langue officielle, la langue originelle, la langue identitaire. Je veux parler par exemple de la France, de la Belgique, du Canada. Eh bien, il y a parfois ces expressions qui sortent. Donc, c'est à nous de faire attention et de dire, c'est pas parce que c'est dit à la télé, c'est pas parce que c'est dit sur les réseaux sociaux qu'il faut copier. Quand on prend, je n'aime ça, comme l'a dit. Les enfants le répètent, les jeunes le répètent. Non, c'est un peu comme les expressions genre ou bien, oui, quand on dit genre, 1, 2, on dit genre, on dit genre. Ah oui, c'est vrai. C'est pour prouver une aridité lexicale. C'est pour, je ne vais pas parler de dizaines de compétences sur le plan de l'évolution du français, mais ça nous crée davantage de problèmes en situation de classe. Donc c'est difficile, Non, il faut oublier, c'est juste pour s'amuser. C'est ça qu'il faut dire à nos jeunes générations. Justino, qu'est-ce qui vous fait sourire? Non, c'est la chute du professeur. C'est juste pour s'amuser. Vous savez, ça pose un problème sur lequel on ne tergiverse pas assez, on ne reste pas assez. Lorsque nous devons occuper des postes de responsabilité, nous devons nous rassurer d'un minimum. Ça, c'est un problème et il faut avoir le courage à un moment donné de se le dévoiler. Parce qu'après tout, il s'agit de l'image du pays. On peut se permettre de dire, oui, mais écoutez, il n'y a aucune contrainte législative. Les textes n'obligent pas qu'avant d'accéder à telle responsabilité, ce n'est pas une condition. Faire pas être une élite n'en est pas une. Parlant de conditions, bien sûr. Mais
c'est l'image du pays qui en souffre. Et cette image rejaillit, détruit. Et comme je le disais, il y a quelques minutes, salée, contamine l'intelligentsia, contamine la relève, jette un peu de l'opprobre sur la classe intellectuelle de notre pays. Et donc, nous lançons l'appel, il faudrait que nos législateurs, nos députés, les responsables à divers niveaux puissent reprendre ça à bras le corps, le niveau. Première chose. Deuxième chose, il faudrait qu'en amont, construire un langage à tous les niveaux. Je veux parler maintenant des temps de savoir, l'école. Lorsque l'enseignant, en tant qu'éducateur, d'abord, puisque tout enseignant d'abord est éducateur normalement, et enseignant ensuite, lui-même se retrouve à commettre de pareilles fautes dans un genre courant. Dans un genre courant, ça inquiète. Et ça laisse tout... Ah, mais c'est des cas légion. C'est des cas légion, madame bien maman. Et donc, ça nous amène à remettre en doute la transmission du savoir. Qu'est-ce qu'on transmet? Donc, deuxième chose. Troisième chose, c'est l'encouragement de l'excellence. Il faudrait qu'on amène à accompagner la dynamique en place du chef de l'État, bien sûr, qui consiste à consacrer les plus méritants. Il ne s'agit pas d'être dans les couloirs politiciens. Il ne s'agit pas d'être un harangueur de foule. Il ne s'agit pas d'être juste quelqu'un, un samaritain dans son quartier pour dire, bon, je suis la vedette du quartier, je suis l'élu. Non, à côté de ça... On ne va pas lui dénier... Non, je ne parle pas... Je ne reste pas spécifique. Je ne reste pas spécifique. D'ailleurs, je n'ai même pas appelé son nom. Je mets une analyse... Vraiment, à fond, il est auprès de sa communauté. Ça témoigne de l'engagement son discours témoigne de l'amour et de l'engagement qu'il a avec sa patrie. La problématique, c'est le rapport ou l'incidence que cette désinformation-là virale a eu sur la population en termes de désinformation ou d'acculturation. C'est tout le problème. Mais il faut encourager, et je suis sûr, quand vous voyez, moi je me suis intéressé un peu à son parcours scolaire, on peut quand même déjà le féliciter. On peut déjà le féliciter parce qu'on a compris ce qu'il voulait dire. Mais ce n'est pas un intellectuel, ce n'est pas... Mais déjà, il faut encourager ces autorités qui, à un niveau donné de leur parcours, reprennent le manteau d'élèves pour aller apprendre. Il faut les encourager. Nous en avions connu plusieurs dans notre génération, dans notre pays, qui de base avaient un niveau abécédaire, mais au regard des responsabilités qu'ils ont commencé par avoir, ils se sont fait former, ils ont élevé leur niveau. Donc il faut les encourager. Donc voilà les 4 choses sur lesquelles j'aimerais faire davantage ancrage. Très bien. Alors, Monsieur Rounobo, finalement, est-ce que vous pensez que l'usage des réseaux sociaux influence aussi le niveau de langue de nos apprenants? Merci beaucoup pour la question. Je pense que directement, je dirais oui. L'usage des réseaux a eu une forte influence sur l'éducation de nos apprenants. Tout à fait. Parce que de nos jours, nous sommes à l'ère du numérique et bon nombre, je dirais, utilisent ce que je peux appeler des Android, des iPhones et sont connectés H24 et suivent des informations. Beaucoup d'informations circulent sur les réseaux. D'ailleurs même, c'est sûr que les journaux de nos jours même sont parfois même sur les réseaux. Donc ça a une forte influence sur l'éducation de nos enfants. Ça vous choque parfois de voir certaines expressions utilisées par les jeunes sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des expressions qui vous choquent? Personnellement, je dirais c'est surtout l'expression genre qui, moi, me choque trop. Quand en parlant un, deux, dit, c'est-à-dire genre, je voulais dire genre. Quand on me dit cela, moi, je dis, quand il dit genre, je dis genre. Et même ça, parfois, je retrouve ça aussi au niveau de certains intellectuels. Hein. Non, sérieusement, c'est comme, il y a comme un effet contagion. Oui. C'est l'expression qui vous dérange. On peut parler et vous, oui. Oui. Comment reformuler la problématique? En fait, le mot genre, j'ai le sentiment parfois que c'est un appui. D'accord, c'est un appui, le temps de trouver... Vous savez les discours ne sont pas construits à l'avance. Et c'est dans nos interactions sociales que nous recréons le monde, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc parfois, dans
la prise de conscience entre l'information que nous recevons, le traitement que nous en faisons et l'expression que nous voulons donner pour affirmer ou pour aller contre une pensée ou un courant, il peut subvenir que la personne puisse, on va dire, être dans un temps mort, ce que le professeur appelle peut-être aridité lexicale, où il réfléchit à ce qu'il veut dire. Je pense que les lapsus existent, mais à défaut de faire des lapsus, des personnes préfèrent faire revenir des mots pour se donner le temps de repenser, de se restructurer dans leur pensée. Et ça, moi, je trouve pas que ce soit forcément mauvais. Parce que déjà, le français, il faut le reconnaître, n'est pas notre langue maternelle. Et si dans les pays où cette langue-là est langue maternelle, les gens font encore des erreurs, alors il faut pouvoir admettre que les colonies françaises puissent, on va dire, parler du français local, parler un français qui leur ressemble. Et c'est peut-être dans ce genre de cadre-là qu'on pourrait comprendre votre expression. On parle plus de colonies aujourd'hui. Hein? On s'est déjà bien affranchi. Mon ami là vient de parler de lapsus. Je pense que c'est pour être communicationnellement diplomate avec la situation. Sinon, il ne s'agit pas en réalité de lapsus, dans la mesure où quand on parle de lapsus, c'est lorsque vous, par erreur, vous utilisez un mot à la place d'un autre. Ça veut dire qu'il y a... Non, c'est en fait un défaut lexical, manque de culture, manque de lecture. Manque de lecture des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, même en lisant beaucoup d'histoires, on arrive quand même à corser son vocabulaire. Le problème qui se pose, c'est un problème de négligence. Or, comme on le dit souvent, votre niveau de langue, votre niveau de communication révèle votre niveau, votre origine, votre personnalité. Ouais. Et quand Justino disait tout à l'heure que lorsqu'on devient un responsable, une autorité, il faut peaufiner sa communication. Puisque quand les gens vous voient, ils ont une première impression sur vous, mais ce qui sort de sa bouche, c'est ça qui commence par permettre aux gens de définir à peu près où on peut vous caser. Ce qui signifie que lorsque je prends un poste de responsabilité qui m'astreint à être en contact avec le public occasionnellement ou régulièrement, il va falloir donc que je reparte à l'école, comme il le disait, pour aller me redoper, me renforcer, pour ne pas créer une image déplorable. Déplorable, pourquoi? Parce que vous savez que ce que vous allez dire, les gens vont décortiquer cela. C'est un peu comme, excusez-moi de le dire, un discours solennel, un discours officiel d'un chef d'État. Tout le monde suit. Et quand on dit aujourd'hui que le président américain va se prononcer demain à 16h sur telle situation, mais des centaines de millions de personnes sur la Terre vont suivre. Et ce qu'il va dire, c'est ça qui va faire malheureusement école. Alors donc, il vaut mieux se prendre un peu plus... C'est vrai, l'ambiance, quand on voit le contexte dans lequel l'expression a été employée, je dis et je retiens que c'est pour m'amuser. Et comme le disait Tella, la première personne peut-être qu'il faut culpabiliser, selon moi, c'est la personne qui a voulu faire gros plan sur cette situation et ventiler. Et la seconde personne que je trouve encore plus à condamner, je lâche le mot, c'est celui qui dit enfin le Bénin a son expression. Je crois que c'est pour s'amuser. C'est ceux qui relayent en fait de l'ironie, parce qu'on ne peut pas dire qu'une telle expression relève du Bénin. On a beaucoup d'autres expressions plus tropicales, plus tropicalisables, c'est pas, c'est crétinisé. En même temps, c'est crétinisant. C'est une expression un peu rigolote, ça. Voilà, c'est pour mettre un peu d'humour. Vous savez, on en a fait une propagande. C'est pas forcément c'est le côté amplification que ça a eu qui devient le problème. Parce que après, on crée un contexte où un relais média qui fait qu'une génération d'enfants, par exemple, reçoit ce message-là comme un message familial. Est-ce qu'on dit désinformation? Est-ce qu'on dit je n'aime ça ou je n'aime pas ça? Qu'est-ce qui doit se dire? Et à partir du moment tout le monde sait quand même qu'on dit j'aime ça. Les enfants qui sont dans un processus d'éducation, par exemple, ne savent pas. Les personnes qui n'ont pas été dans un cadre formel d'éducation ne savent pas. Donc, ayant reçu cette information-là par les médias, aujourd'hui, quelle est la réelle problématique que notre sujet aujourd'hui pose? C'est la place des médias dans la transmission de l'information. Parce que quoi? On se dit que quand c'est vu sur Internet ou quand c'est Internet qui le dit, c'est forcément vrai. Mais aujourd'hui, par exemple, si cette information-là, donc je n'aime ça, est dit sur Internet par des autorités, est-ce qu'il faut légitimer ça ou est-ce qu'il faut dire quand même qu'à un moment, c'est une expression qui est sortie
pas au bon moment, pas dans les bonnes circonstances, donc il faut recadrer. C'est surtout la problématique que moi je trouve qu'il faut avoir. D'accord. Justina Vieira? Vous savez, en ma qualité de formateur ou coach dans la prise de parole, nous disons toujours lors de nos formations que les 3 composants de la prise de parole, il y a ce qu'on appelle l'éthos, le pathos et le logos. L'éthos qui fait appel à la qualité de l'orateur et qui légitime les propos. Le début de l'acceptation de tout propos par l'auditoire ou l'audience, le public, commence d'abord par qui le prononce. Mais le phénomène, ce cas que nous dénonçons, que nous condamnons tous ici sur ce plateau, doit nous amener également à lancer un appel aux professionnels des médias. Je ne suis pas professionnel, je ne suis pas journaliste, je suis communicant, mais de mon parcours, de ma formation, on nous a toujours enseigné que la communication prend en compte 3 éléments: la collecte de l'information, le traitement de l'information et la diffusion de l'information. Je pense que le traitement, il y a eu des creux, des légèretés dans le traitement de cette information. Le journaliste aurait dû couper aurait dû. Est-ce que c'est pas une influenceur? Aurait dû enlever ça, cette partie. Dans le traitement. Hein? Dans le traitement de l'information, on aurait dû enlever. Vous savez, nous donnons tous des interviews, des émissions, et après, on voit peut-être le monteur, le réalisateur dire « Ah, mais j'ai commis une faute, une bévue ou une pécadille. » Ça me rappelle aussi cette personnalité qui a dit, emballé lors d'un meeting, il dit « Nous allons combattre l'autosuffisance alimentaire. » Ouais. Voilà. Je me rappelle tout comme si c'était hier. C'est passé et il faut dire franchement que ça n'a pas beaucoup plu aussi. Voilà, donc tout ça, il faut faire attention. Le traitement de l'information. Parce que lorsque ça vient sur la place publique, c'est difficile de récupérer. On va tout dire, mais il y a toujours quelqu'un quelque part qui va garder cette vidéo pendant 20 ans, pendant 30 ans. Et à partir du moment où, je ne suis pas en droit, si on parle de jurisprudence, à partir du moment où on pourra faire sortir ça dans 20 ans, pour me écouter, une autorité a dit ça, qu'est-ce que vous me reprochez aujourd'hui? Vivement qu'on n'en arrive pas là, mais invite au professionnalisme. Et lorsque des non-journalistes, des non-professionnels de l'audiovisuel se retrouvent des qualités extraordinaires et tout azimut de journalistes sur les réseaux sociaux, vous comprenez pourquoi on doit encourager l'ARAC dans sa démarche de répression ou d'invite à la régularisation des médias digitaux. D'accord. Oui. Voilà, oui. Vous permettez deux petites choses. La première, au moment où les réseaux sociaux n'étaient pas encore très actifs, il y a justement un chef d'arrondissement qui avait aussi, il était là, et le porte-parole de la jeunesse prend la parole pour dire notre chef d'arrondissement ne ménage aucun effort pour soutenir la jeunesse. Il s'est levé devant les caméras pour lui arracher le micro pour dire que c'est ingrat. Comment il peut dire qu'il ne fait aucun effort pour soutenir la jeunesse? Non, reprenez. J'ai pas entendu cette partie. Reprenez, Jean-Fandé. On était dans un arrondissement en train de faire une manifestation. Et le représentant des jeunes doit faire son discours. Donc le chef d'arrondissement, en tant que première autorité, était assis. Et le jeune prend la parole pour dire notre chef d'arrondissement ne ménage aucun effort pour soutenir la jeunesse. Il a bondi de son siège pour aller lui arracher le micro pour dire c'est ingrat. Comment on peut dire que lui ne ménage aucun effort pour soutenir la jeunesse, donc il ne fait aucun effort pour non, pour lui c'est qu'il ne fait aucun effort pour soutenir la jeunesse. Il a eu le sentiment que le jeune dénigrait en fait oui, voilà. Et donc ça pose évidemment 2 problèmes. Le problème du niveau intellectuel, puisque quoi qu'on dise, c'est notre langue officielle, c'est notre langue de travail. Et quand on parle de langue officielle, langue de travail, il faut la maîtriser. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Même si la loi ne fait pas obligation de la maîtriser jusqu'à un niveau de performance séduisante avant de prendre le poste de responsabilité. Après le poste, il faut se faire former. L'autre chose, c'est que c'est une situation donc pour rappeler à cet arrondissement, à cette autorité, que c'est pas pour lui faire son procès comme vous l'avez dit, que ça a toujours existé. Par exemple, il y a des expressions comme revenons à nos moutons. Des gens disent revenons à nos moutons. Il y a des expressions comme qui trop embrasse mal les trains. Et des gens disent qui trop embrasse manque le train. Donc ça a toujours existé à toutes les époques, à toutes les civilisations. C'est à ceux qui sont porteurs de messages de communication et surtout de messages pédagogiques, c'est à eux de rappeler chaque fois aux plus jeunes que ce n'est pas ça la référence, qu'il vaut mieux rester conforme aux exigences de la belle langue, de la bonne langue. Alors que faut-il faire? Que faut-il faire alors? Il faut cesser de relayer ça. C'est bien cela, Joël
Tout à fait. Je pense que le réel problème, c'est le relais. Oui. Si c'était pas relayé, on serait peut-être pas en train d'en parler. Oui. Ouais. Le gros problème, c'est le relais. Donc, il faut éviter vraiment de relayer certaines informations qui n'encouragent pas l'éducation, qui ne nous fait pas évoluer. Voilà. D'accord. Allez, nous avons posé une question à nos internautes depuis ce matin. Pensez-vous que l'usage des réseaux sociaux influence le niveau de langue des apprenants? Nadège Sani est déjà dans ce studio. Elle va relayer ses différents avis. Vous le savez, votre avis compte sur le forum de discussion et c'est tous les jours du lundi au vendredi. Merci d'y prendre part activement. Justino Vieira. Non, alors, non, je riais de l'anecdote partagée par M. Fondé et ça me rappelle une autre. Vous en avez d'autres? Lorsque un collaborateur voulait faire du rapportage à son directeur sur ses collègues et il dit, s'il vous plaît monsieur, Jean et Pierre ont déclaré avec véhémence aujourd'hui lors de la réunion que vous ne faites rien pour l'amélioration de nos conditions. Il dit, ah bon? Jean, lui, sera sanctionné. Pierre, lui, j'étais monsieur le point, mais véhémence là, lui, c'est qui? Lui, je ne le connais pas, véhémence. Il devra le chercher dans son dictionnaire. Des anecdotes, il y en a beaucoup. Hein. Sérieusement, il y en a beaucoup. Et vous pensez aussi, Justino Vieira, qu'il faut arrêter la CIE, qu'il faut éviter de relayer ce genre oui. Aujourd'hui, il faut encourager ceux qui accordent du prix à la bonne expression. Parce que d'abord, le manque d'encouragement crée un retard. Lorsque tu t'exprimes bien, on dit, oh, lui parle trop français, lui fait trop akawé. Vous voyez, donc ça refroidit ton élan à bien t'exprimer. Donc il faut d'abord encourager. Et quand vous encouragez, l'autre chose, la conséquence, c'est que ça contamine. Lorsqu'on voit que il s'exprime bien, il est encouragé. Il s'exprime bien, il est encouragé. Lorsqu'on voit que parce qu'il s'exprime bien, il a été promu, il a été récompensé, ça crée une dynamique. Donc, il faut faire comme lui. On le consacre comme modèle. Première chose. Deuxième chose, même si pas extraordinaire, peut-être à cause de mes qualités humaines, je suis promu à des niveaux de responsabilité, je dois prendre la mesure de cette responsabilité et aller me faire former. Il n'est jamais tard pour se perfectionner. Il n'est jamais tard de se perfectionner. Merci Justino Vieira. Entre-temps, mon cher Will Christ Tella a cédé sa place à Nadège Sani. Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachidat. Pensez-vous que l'usage des réseaux influence le niveau de langue des apprenants? C'est la question du jour. Bien sûr, Rachidat, et nous avons eu beaucoup de réactions, des réactions aussi collectées de quelques influenceurs. On commence par Kamal Radji, qui a écrit sur son compte Facebook, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, arrêtez avec ce truc de je n'aime ça. Les enfants vont répéter ça et cela risque de devenir une norme et d'autres vont croire que cela veut dire quelque chose. Au-delà, c'est vilain et ce n'est pas bon à entendre. Nous avons également eu la réaction de Deogracias Kenoho. Il dit « Je n'aime ça, celui à qui nous devons cette petite incartade linguistique ne l'a pas fait exprès. Il s'est exprimé sincèrement avec son niveau de langue et ça a donné ceci. Ce n'est pas un lapsus ni un scandale. » Influenceur 229 pense plutôt que que le Bénin a désormais une expression virale. Je n'aime ça est en train de devenir la phrase culte du moment au pays. Jonias Gouni a écrit sur sa page Facebook « C'est quoi cette mode de dire je n'aime ça ?» pour parler d'un truc que tu aimes. On dirait que certains cherchent à casser la langue juste pour le plaisir. Gildas Degbeni a répondu à notre question. Il dit oui, sur les réseaux sociaux, le français est parlé sans respecter les accords ni les règles grammaticales. Cela agit énormément et ce n'est pas bon pour les apprenants. Ouseni Touré, vraiment, les réseaux sociaux aujourd'hui ont d'énormes influences sur le niveau de langue des apprenants. Ce qui est marrant, quand ils combinent les chiffres et les lettres, ils se comprennent entre eux et on dirait qu'ils ont un dictionnaire.
Juanita Bokovo n'est pas du tout d'accord avec l'usage de cette expression. Elle l'a écrit sur sa page Facebook. Si vous m'écrivez, quel que soit le motif et que vous utilisez votre expression « je n'aime ça », je vous bloque. Et pour finir, Isiel Dossou nous dit « Tout le monde le sait, mais personne ne veut le dire. Moi, je ne peux plus vivre dans le mensonge. L'expression « je n'aime ça » ne signifie rien. Elle est surtout vulgaire et détruit tout votre charisme. » Voilà, merci ma chère Nadège Sani. Merci. On a fait le tour des réseaux sociaux, merci. Exactement. On va vous retrouver demain, n'est-ce pas? Toujours sur le forum de discussion. Alors, Justine Oviera, vous avez suivi les différents posts relayés par Nadège Sani. Que pensez-vous des différents avis? Je m'aligne derrière l'avis des internautes parce qu'à aucun moment je n'ai pas entendu un commentaire qui encourage l'expression. Donc ça, là, c'est la preuve que nous sommes tous en phase. Mais ce qui vient après, aujourd'hui, il y a des néologismes qui se développent. Alors, je suis à l'hosto, je suis à la piole, vous voyez des expressions comme ça. Donc, comme quelqu'un l'a dit en commentaire, il faudrait juste assainir le paysage linguistique. Il faudrait juste s'appliquer davantage. Aujourd'hui, c'est vrai, on dit c'est l'argent qui compte, hein, que tu parles mieux français que quelqu'un, ce n'est pas notre problème, c'est l'argent qui compte. Non. Votre niveau d'expression, la coloration qu'on retrouve dans votre aisance verbale démontre à suffisance le type, le rang, la catégorie de personnalité devant laquelle on doit vous hisser. D'accord. Joël Honombo? Oui. Je pense que je m'aligne aussi derrière tout cela en ajoutant une chose, vous savez, l'erreur est humaine. Et qu'on le dise, l'erreur est humaine, mais il faudrait peut-être diminuer parfois le taux peut-être de l'erreur et éviter parfois le relais aussi des informations. Et d'un autre côté, se faire former surtout du côté de l'art oratoire, parce que ça parle quand même de prise de parole en public. Donc je pense que au-delà de tout, lorsque nous prenons un poste de responsabilité de ce rang, essayons peut-être de nous faire former au niveau de l'art oratoire pour avoir quand même les expressions qu'il faut. Très bien. Will Christ moi, j'aimerais parler de certaines expressions. Pour sortir de ce débat, oui. Il y a le bulle de filtrage. Qu'il est, en fait, la communauté numérique ou tous ceux qui suivent aujourd'hui les médias doivent avoir certains repères, doivent avoir une certaine littératie émotionnelle. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les algorithmes nous proposent souvent les choses que nous regardons, que nous apprécions. Et même quand c'est parfois pour nous divertir, parce que beaucoup arrivent pour se divertir sur les réseaux, on apprend de ce divertissement-là et parfois ça se répercute dans nos vies professionnelles. Donc j'aimerais suggérer aux gens de sortir des carcans qui les désinforment, de sortir des limites et de vraiment aller vers l'éloquence. On peut rester intellectuel communautaire et être éloquent. On peut travailler, on peut parler dans nos langues et être éloquent. Mais il faut faire la part des choses. Quand on veut parler le français, il faut comprendre que le français a ses règles, ses codes et ses normes. Et quand on veut parler le fond ou les langues locales, il faut les faire, faut pas mélanger parce que après ça pose des problèmes à l'éducation et ce que nous transmettons à la postérité. Jean Fandé? Oui, ce que je tiens à souligner simplement, c'est qui a dit et comment il a dit, comme ça a été souligné. Si c'était un artiste un peu comme Pipi Obarou qui avait prononcé cette phrase, il n'aurait pas eu de problème. C'est parce que surtout c'est une autorité. Et deuxième aspect de ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il faut vraiment éviter de faire l'apologie ou bien la propagation, la propagande du mal, de ce qui est déviance linguistique et sur tous les autres plans. Et c'est vrai que parfois les réseaux sociaux servent surtout à chasser l'angoisse, le spleen, la tristesse, et quand on va vers ce qui est déviance et qui fait rire. Et donc on va apprendre cela comme ça, et la leçon qu'il faut retenir, c'est que il faut éviter de créer davantage de problèmes à nous, enseignants de français, pour nous permettre de former des enfants de ce pays qui puissent continuer de faire croire l'univers entier que nous ne sommes pas devenus quartier chrétien, mais nous sommes toujours quartier latin. Merci.
Merci Jean Fondé, Justino Vieira, rapidement. Oh, bon. Ce que je peux peut-être compléter, c'est juste un cas du samedi dernier. Vous savez, le samedi dernier, toujours en ligne de ce que nous disons, il y a eu la dictée francophone du Rotary. Et lors de cette compétition, on a structuré le test en 3 parties. Ça s'est déroulé après la France, le Niger, le Togo, c'était le tour du Bénin. Et on a structuré le test en 3 parties. Ceux qui sont en cours primaire, on leur a demandé de faire la dictée à un niveau donné, cours secondaire à un niveau donné, et les adultes universitaires pour terminer. À notre grande surprise, lorsqu'on est venu au niveau des élèves au niveau secondaire, il y a 4 qui ont levé la main pour dire qui veut continuer. Ça nous a surpris. Mais savez-vous que lorsqu'on a dépouillé, fait la correction, le premier était en classe de 4e. Tout niveau considéré, tout niveau confondu. L'élève en classe de 4e qui s'est permis de faire tout le test, de faire la dictée jusqu'à la fin, y compris le niveau des supérieurs, c'est lui qui a eu moins de fautes et il a eu le grand prix. Bravo. Et lorsqu'on a... Lorsqu'on a interviewé son père qui était dans la salle, qui l'a accompagné, il dit « Je n'ai pas de télé chez moi. Notre seule distraction, c'est la lecture. » Wow. Donc les parents ont un rôle prépondérant dans ce que nous disons. Et c'est l'ajout que je voulais faire. L'invite aux parents d'accompagner les enfants. Voilà, merci à vous, chers débatteurs. C'est un plaisir pour nous, en tout cas, de vous suivre ce matin. Merci de nous avoir éclairés sur cette thématique des expressions virales du net que beaucoup érigent malheureusement en normes. On nous dira, vous les Béninois, vous êtes trop sérieux, vous prenez tout un peu trop par cœur. Mais oui, nous sommes comme ça. Bah oui, c'est nous, c'est ça nous qui en fait fait. De nous capter la voilà, c'est nous parce que j'ai lu ça et là, certains disent bah écoutez, si c'était en Côte d'Ivoire, voilà, ça passe crème, tout le monde, ça deviendrait une expression que tout le monde utiliserait sans critique et autres. Mais écoutez, c'est nous le Bénin, on aime bien faire les choses. Nous sommes à l'image aussi de notre PR, n'est-ce pas, qui aime aussi bien faire les choses. Allez, merci, à l'image de son pays. Le Bénin, dont nous sommes davantage si fiers, il faut le dire. Merci Jean Fondé, merci Will Chris, merci Justino Vieira, merci mon cher Joël. Et vous qui nous avez suivis depuis ce matin, merci à vous d'être restés devant vos petits écrans. Allez, on se retrouve demain.